Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et auditeurs du Sud Radio, vous connaissez tous, vous avez des enfants, des fils, des cousins, lycéens, qui se préparent à un avenir qu'ils espèrent radieux, bien que ce soit un peu difficile, qui se préparent effectivement à entrer à l'université. Mais comment, où, pourquoi, quel chemin suivre? Et apparemment, ce n'est plus un chemin, mais un labyrinthe et une jungle. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. La chanson merveilleuse de Jacques Pillot, on se demande effectivement, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et on est très nombreux, et ils sont des millions aujourd'hui à se demander qu'est-ce qui nous arrive. Et notamment, un exemple, Parcoursup. On se disait, voilà, c'est l'avenir radieux, l'horizon indépassable, magnifique pour l'avenir de nos enfants, de nos cousins, de nos amis, etc. Et il se passe quoi quand, par exemple, une lycéenne, un exemple dont on a parlé dans le Figaro Vox, une lycéenne d'un établissement privé de Nancy, qui a une moyenne générale supérieure à 13, elle se retrouve sur une liste d'attente pour une licence de droit à Nancy, 10 millième sur la liste d'attente à la Sorbonne, mais la même lycéenne est prise à l'autre bout de la France, à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Alors qu'une camarade de sa classe, avec un peu plus de 10 de moyenne, a été immédiatement acceptée en licence de droit à Nancy, et même à Aix et à Assas. Alors, quels critères? Comment ça se passe? Comment il se fait que vous avez des milliers de places d'écart avec les mêmes notes ou des notes supérieures? Comment ça se passe, cet afflux de dossiers? Alors, justement, on en parle avec Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Alors, rappelons le principe rapidement de Parcoursup, Sophie Audugé. Bonjour André Berkov. Alors, Parcoursup, c'est un outil qui a deux fonctions. Une première qui est une plateforme d'information sur les formations disponibles en enseignement supérieur, donc après le bac, ce qu'on appelle post-bac. C'est ça, université ou autre. Voilà, qui comprend plus de 17 000 offres, ce qui montre que le choix est quand même immense. Et donc, c'est effectivement un véritable labyrinthe pour se retrouver dans ces offres de formation, bien sûr. Et puis, c'est également un algorithme qui va mettre en relation une proposition de formation et des candidats à cette formation qui sont les futurs bacheliers. En réalité, le problème de Parcoursup, c'est que c'est un placard de tous les cadavres de l'effondrement de l'école. À la fois le cadavre... oui, bien sûr. Puisque quand vous emmenez 100% d'une classe d'âge au bac, à un moment, il faut bien les emmener autre part après. Et quand vous n'avez pas assez de place, évidemment, vous avez un système qui devient un système de sélection par strates successives. Alors, vu qu'on n'ose pas dire les choses en France, on nous a collé une énorme usine à gaz que personne ne comprend. Et puis, il fallait bien, si vous voulez, que les formations plus sélectives, plus prisées, qui avaient moins de place, trouvent le moyen de prendre les élèves qui les arrangeaient le mieux, c'est-à-dire les meilleurs élèves de leur point de vue, parce que derrière, il y a des classements internationaux, et que tout ça, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu financier, c'est un enjeu d'image aussi. Alors, je rappelle que ça date de fin 2017, début 2018, le Parcoursup, donc un peu plus de 4 ans, maintenant 4 ans et demi. Et donc, si vous voulez, en fait, comme on a supprimé la sélection, c'est bien ça. Donc, on a fait croire aux gens qu'on supprimait la sélection. On a fait croire aux gens, c'est ça. Ça, oui, absolument. Oui, mais nuance importante. Non, mais je veux dire, officiellement, on a des sélections, voilà. Et en fait, comme vous dites, il y a 100% de classes. Le bac, et d'ailleurs, juste un mot, ce n'est pas notre sujet, mais quand même, on reçoit, vous savez qu'on a reçu ici à Sud Radio, et pour mon émission, des gens qui disaient, des enseignants qui disaient, j'avais mis 11, je me retrouve noté à 14. C'est-à-dire des gens surajoute la note de l'enseignant. Mais bien sûr, absolument. Mais c'est exactement ce que vous dites, André Berkov, c'est qu'en fait, le Parcoursup, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc il y a tout un système de notation qu'on maîtrise pas très bien. C'est-à-dire qu'on sait, en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que d'un établissement à l'autre, la notation n'a rien à voir. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'autre bout, il y a un nombre de places de formation qui est limité. Et donc, évidemment, l'institut de formation, l'établissement de la formation, lui, ce qu'il veut, c'est avoir les meilleurs taux de résultats, les meilleurs taux de réussite. Donc, il va prendre de son point de vue les meilleurs élèves. On a fait croire aux élèves et aux familles qu'il n'y avait pas de sélection, ce qui est un mensonge éhonté. On a fait croire qu'il y avait un seul algorithme qui s'appelait Parcours, et on a dit, vous voulez de la transparence, il n'y a aucun problème, l'algorithme, on le met ouvert au public, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait le consulter. Mais enfin, si vous n'êtes pas ingénieur des systèmes, c'est impossible de connaître et de comprendre un code source. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est que derrière l'algorithme de Parcoursup qui finalement arrive en dernière course,
il y a des algorithmes locaux. Ce qu'on appelle un algorithme local, c'est l'algorithme de l'établissement même. Ce qui explique le cas de votre jeune fille. Ah oui, c'est ça. C'est ça, l'établissement, l'université de tel ou de tel. Absolument. Ou de tel. Alors, attendez, juste pour comprendre bien le parcours, justement, sup ou inférieur, mais disons supérieur pour le moment. Donc, moi, lycéen, lycéenne, à partir de quand je coche les cases pour dire, voilà, je reçois une offre, à partir de comment je coche les cases? Alors, à partir de décembre, novembre, décembre, janvier, vous avez tout un processus d'information. De l'année d'avant, voilà, l'année du bac, quoi. Voilà, 2021, voilà, vous commencez, vous rentrez vos vœux en décembre, et ensuite en juin, là très récemment, on va vous dire si vous êtes pris ou pas pris, et ensuite on va vous informer sur la place qui est la vôtre, d'accord ? Ça, je dirais que la mécanique pure de Parcoursup, elle fonctionne bien. C'est-à-dire les fonctionnalités informatiques c'est l'objectif d'une fonctionnalité, elles sont fonctionnelles. Le problème, c'est que ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'à partir du moment où on a ce nouveau bac qui a quand même totalement modifié le bac et qui a tué l'examen national qui était le seul examen égalitaire. On a aujourd'hui un bac qui est un bac d'établissement qui n'est plus du tout un bac de capacité du jeune. En plus, pour faire passer 100% d'élèves avec le bac, on a baissé le niveau. On le sait très bien. Les gens qui en doutent encore, ils ont qu'à regarder des lettres de motivation, ils ont qu'à regarder des copies. Des orthographes. Voilà, vous avez, des écritures qui ne sont pas inclusives. Absolument. Donc voilà. Donc si vous voulez, le premier problème, il est là, c'est qu'on commence à demander à des élèves en 3e, ils ont 14-15 ans, ce qu'ils veulent faire de leur vie. On sait très bien que c'est très compliqué, parce que dès la fin de la seconde, il va falloir qu'ils choisissent leur fameuse spécialité, et les fameuses spécialités vont déterminer des critères qui vont rentrer en ligne de compte dans Parcoursup. Et ça, les familles et les élèves ne le savent pas toujours. Mais même nous, on intervient beaucoup dans le milieu éducatif, évidemment. On a des profs qui nous écrivent en disant SOS Éducation, vous savez, même moi en tant que prof, je ne le sais pas. C'est-à-dire que même les profs ne le savent pas. Et la Cour des comptes a fait d'ailleurs un rapport en 2020 en demandant, en mettant en avant ce manque de transparence au niveau local, en disant les algorithmes des établissements doivent être publiés. C'est-à-dire que d'un établissement à l'autre, mais même d'une formation à l'autre, d'une formation de droit à l'autre, d'une formation de médecine à l'autre, d'un territoire à l'autre, vous pouvez avoir des critères qui sont différents. C'est ça. Et un certain nombre. Et c'est pour ça que des gens qui ont eu 13, par exemple, de moyenne, se retrouvent 10 millièmes sur une liste d'attente, alors d'autres qui ont eu 10 se retrouvent prises par telle ou telle université. Absolument, parce qu'en fait, vous avez des critères qui sont ceux de l'établissement. Ensuite, vous avez les critères du rectorat qui peut donner des quotas en fonction des boursiers, qui peut donner des quotas d'enfants venant en dehors du secteur géographique. Et vous avez là-dessus l'algorithme, là, qui va être également posé au niveau du rectorat, c'est le nombre de boursiers. Et donc là, vous pouvez très bien avoir une élève qui a 13 de moyenne qui se fait prendre sa place par une élève qui a 10 parce qu'elle est boursière. Et donc là, si vous voulez... Oui, parce qu'il y a le quota de boursiers, etc. Voilà, donc ça peut impacter et on peut avoir des dysfonctionnements comme ça. Mais ce que vous pouvez avoir aussi, ce qu'on sait moins, c'est que peut-être la jeune fille que vous évoquez, elle a peut-être 13 de moyenne, mais peut-être que la moyenne a ces deux spécialités, et sa collègue qui avait 10 de moyenne générale, sur les deux spécialités, elle était meilleure. Et peut-être qu'elle ne savait pas qu'on avait mis un critère là-dessus. Peut-être qu'on a pris les mathématiques, vous allez me dire pour le droit c'est aberrant, mais ça peut exister. Non mais, vous voulez dire qu'il y a un manque de transparence quand même. Il y a un manque de transparence total et il y a une fumisterie sur cette affaire-là, c'est-à-dire un mensonge d'État. C'est-à-dire quand on dit aux enfants ou aux familles, vous inquiétez pas, on va considérer l'enfant dans sa globalité, et c'est pour ça qu'on fait faire des lettres de motivation, c'est pour ça qu'on demande les activités extrascolaires aux jeunes. La réalité, c'est quand vous avez des établissements très prisés, ils vont jamais regarder les dossiers de candidature. Ils vont prendre à la note. C'est-à-dire, c'est une sélection des notes. On ne s'intéresse pas à l'enfant dans sa globalité, on limite l'enfant à ses notes. Est-ce qu'on sait qu'on trafique les notes ? Ah non, mais là, je vous parle de ça, je vous parle de jeunes qui sont dans des établissements hyper sélectifs, qui avec 16 de moyenne générale n'auront même pas de prépa pour les plus grandes écoles d'ingénieurs. Même s'ils ont tout un ensemble d'activités à côté, si vous voulez. 16 n'est pas suffisant. Nous, ils veulent des 18 et des 19 mais bien sûr. Nous, on a accompagné des jeunes, un jeune qui avait fait un parcours exemplaire, notamment à Saint-Cyr, qui avait le Grand Prix de camaraderie, qui avait le Grand Prix de je sais plus quoi, qui avait 16,50 de moyenne, qui était venu en plus, qui était interne depuis l'âge de ses 12 ans, parce qu'il avait un projet dans l'aéronautique. Il s'est fait décaler des grandes écoles, parce qu'il n'avait pas 17,5, ou que Saint-Cyr n'était pas dans les établissements qui étaient avec des critères mis. Parce que, ils étaient sélectionnés, vu qu'on leur a reproché aux supérieurs de choisir les établissements,
Ils ont dit d'accord, on arrête, et ils ont trouvé un autre moyen, un autre subterfuge, c'est-à-dire qu'ils vont faire le critère au taux de réussite au taux de très bien de l'établissement. C'est-à-dire qu'ils vont... C'est-à-dire que si vous êtes moins que très bien, ça ne nous intéresse plus du tout. C'est-à-dire que dans leur algorithme, ils vont identifier les établissements qui ont le plus de taux de très bien l'année d'avant. C'est magnifique. En fait, il n'y a plus de menu, il n'y a plus que la carte. Voilà, et donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et le dossier, si vous voulez, humain qu'on avait avant, où vous pouviez regarder le dossier des jeunes pour savoir ce qu'il avait à proposer autre chose par rapport à ses notes, ça c'est très rare. Ils ne les regardent plus. Ils les regardent que pour ceux qui ont de la place. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont de la place, qui vont avoir envie et le temps de le faire, ils vont pouvoir le faire. Ceux qui sont hyper demandés, évidemment qu'ils ne vont pas le faire. Sophie Audugé, voilà, exemple absolument flagrant. L'égalité, tu parles de l'égalité, la sélectivité, elle n'a jamais mieux fonctionné, sans qu'on le dise. Restez avec nous, on continue avec SOS Éducation, tout de suite après ça. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et l'éducation et l'université et les parcours dans tous leurs états. Et quels états? Sophie Audugé, nous sommes avec vous depuis le début de cette émission, déléguée générale de SOS Éducation, organisme indépendant et non subventionné, je le rappelle quand même. La chose est assez rare pour qu'on la souligne. Mais alors dites-moi, au fond, il y a 100% de gens arrivent au bac, donc ils veulent tous faire l'université. Vous avez parlé du labyrinthe des 17 000 formations. On fait ça à coup d'algorithmes, etc. 60% vont passer en première année de supérieur, mais après, ils vont faire quoi? Et comment on fait? Comment on fait pour... Alors, c'est marrant, c'est les plus dégraisser le mammouth, c'est faire naître des arbres dans la forêt. On fait quoi? Alors c'est vrai que le sujet, la question est très bien posée, André Berkov. Le problème, c'est que de toute façon, vu que le bac ne vaut pas grand-chose, en gros, ce qu'on peut conseiller, déjà, ce que nous on veut dire à SOS Éducation aux parents et aux enfants, c'est qu'ils je sais que c'est difficile, mais il faut qu'ils se détendent. Voilà. Les enfants méritants et travailleurs, ils trouveront toujours une formation dans laquelle ils pourront s'épanouir et ils pourront développer leur vie professionnelle sereinement. Le problème est évidemment qu'il faut redonner le goût de l'effort, le goût du travail et redonner une qualité au baccalauréat. Déjà. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est penser, je dirais, de manière plus globale. C'est-à-dire se dire, je vais prendre une voie, mais je pourrais à un moment aussi... Mais encore faut-il qu'il soit bien renseigné sur cette voie. C'est vrai. Et c'est pas à 14 ans qu'on le fait. C'est à 19 ans, à 18 ans. Mais clairement, nous, SOS Éducation, si vous voulez, si on avait eu notre mot à dire, je pense comme beaucoup de Français, on n'aurait jamais changé le bac pour faire la réforme qui est aujourd'hui, c'est-à-dire casser le bac, où on a évidemment des notes qui sont des notes un peu à la tête du client, et avec un bac qui vaut plus rien, et puis finalement avec des années qui sont quand même raccourcies en termes de contenu. Donc le problème, il est qu'aujourd'hui on a ce bac-là qui ne convient à pas grand monde et qui fait qu'effectivement il n'a pas beaucoup de valeur. Donc ce qu'il faut surtout, c'est que les jeunes se demandent ce qu'ils aiment faire et qu'ils aillent dans des systèmes de formation qui vont leur permettre d'avoir une vision sur des champs de compétences qui sont les leurs. Voilà. Donc ça, ils peuvent trouver des informations. Il y a quand même pas mal de sites qui sont bien faits là-dessus. Il y a des ouvrages qui ont été écrits. Là, aujourd'hui, je pense que de toute façon, les dés sont un peu jetés. Oui. On va surtout leur souhaiter beaucoup de courage. On voit des bonnes ondes pour demain parce que c'est l'épreuve de philo. Ben oui. Voilà. On est en plein dedans. Mais le vrai problème qui est très embêtant, on l'a dit au départ, et c'était dans l'article du Figaro Vox des gens de l'Uni, c'est quand même, je veux dire, ok, je fais des études, je fais tout cela, et puis je vois que là, je suis 600e sur la liste ou 6 millième sur la liste. Là, je veux dire, en fait, c'est même pas de la justice. On dit que c'est fini le tirage au sort, mais ça redevient un tirage au sort. Non, mais c'est pire qu'avant. Je veux dire, si la question, André Berkov, c'est est-ce que c'est pire qu'avant? Oui, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. On crée, et ça, nous, on le dit, on lui
hurle chez SOS Éducation depuis plusieurs années. Dès qu'il y a eu la réforme du bac, nous on s'est opposé à cette réforme qui est une aberration absolue. D'abord parce qu'elle a été faite beaucoup trop rapidement, que l'enseignement supérieur n'était pas prêt du tout à s'adapter aux nouvelles spécialités, au nouveau niveau de connaissances et de compétences des sortants. Et puis on se retrouve avec un système Parcoursup qui ne permet pas du tout de dialogue, qui ne permet pas de voir l'enfant autrement que par ses notes, si ce n'est par les formations qui sont les moins prisées. Or, vu qu'on a, évidemment, on ne communique que sur les formations les plus prisées, qui prennent toute la place, on les met en avant dans tous les classements, qu'on est quand même dans une époque de surconsommation, d'hyperconsommation, tout, et on consomme l'éducation comme on consomme le reste, on classe l'éducation comme on classe le reste. Finalement, vous avez des enfants et des familles qui n'ont qu'un objectif, c'est que l'enfant soit dans telle prépa, sauf que cette prépa, de toute façon, elle n'a pas la place. Et elle est encombrée déjà. Elle est encombrée, vous pouvez avoir des dispositifs dans lesquels vous avez 10 000 demandes pour 350 places. Écoutez, on va dire comme Sophie Audugé, en tout cas, relaxez-vous, essayez d'être les meilleurs, vous savez, voilà, l'éducation 5 étoiles, l'éducation 4 étoiles, l'éducation 3 étoiles, et puis il y a, voilà. Faire avec passion. Pas simple, faire avec passion et voilà, aussi beaucoup de courage, voilà. parce que, et puis pour le reste, pour nettoyer les écuries d'Augias, on attendra les saisons suivantes, on verra. Merci Sophie Audugé. Merci André Berkoff.